Bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui l'ancien ministre Moussa Touré, leader du parti citoyen pour l'éthique et la transparence, Djering Sereo. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour Daouda. Voilà, donc depuis quelque temps, on n'entend pas votre parti sur l'actualité politique. Qu'est-ce qui explique ce mutisme? En fait, vous n'entendez pas notre parti dans les médias, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas actifs. Au contraire, nous sommes très actifs. Nous avons beaucoup d'activités ici à Dakar et dans la banlieue, même au-delà, dans les différentes régions du Sénégal. Nous avons une organisation des étudiants du parti dans beaucoup d'universités, d'abord à l'UCAD, et le bureau qui a été mis en place et réuni hier m'a été présenté. Mais c'est parce que peut-être nous n'avons pas coutume, comme le font les partis politiques de manière générale et au-delà des partis politiques au Sénégal, un surcroît de médiatisation pour annoncer tout ce qui se passe, que ce soit important ou futile, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Mais je vous rassure, nous sommes très actifs et nous sommes présents sur le terrain. Oui, monsieur le ministre, certainement vous avez votre avis, votre point de vue par rapport à l'avis rendu par le groupe de travail des Nations Unies qui a jugé le procès de Karim Wade, l'emprisonnement de Karim Wade arbitraire. Quel commentaire vous en faites? Oui, dans cette affaire-là, je crois qu'il faut être très prudent parce que d'abord, c'est un domaine très complexe. Et même les spécialistes que j'entends, soit de manière séparée ou ensemble de manière contradictoire, ne s'entendent pas. Ce qu'il faut déplorer dans cette affaire, c'est que quelque part dans la chaîne de décision et d'exécution au Sénégal, tant au niveau du ministère de la justice en général, qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, tous les responsables concernés n'ont pas fait usage de ce qu'on appelle le principe de précaution, en mesurant chaque étape franchie dans le cadre de la procédure. Ce qui est déplorable, c'est que cet avis du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ne se prononce que sur des problèmes de procédure. Le fond du dossier n'est pas concerné. Et c'est ça qui est dommage, que, à tort ou à raison, notre pays, de manière globale, comme je le dis, à travers ces deux ministères principalement, l'exécutif, disons, n'a pas pris les précautions nécessaires pour répondre aux interpellations dans les délais requis, pour s'organiser dans le cadre des procédures, aussi bien au niveau de la CREI que dans la chaîne de justice de manière générale. Et c'est ce qui fait que l'autre partie, je veux dire, les avocats comme les partisans de M. Karim Meïssa Wade, ont beau jeu de mettre en exergue cet avis du groupe de travail. Oui, mais le ministre, excusez-moi, président, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, estime que c'est juste un avis rendu par un organe consultatif et que le Sénégal n'est pas obligé de se soumettre à ces... C'est là où j'allais en arriver. Et comme vous le dites, c'est un avis. Bien que j'entends certains éminents juristes dire que c'est un avis qui s'impose au Sénégal. Bon, si on parle français, il faut comprendre le sens des mots et l'accepter. C'est un avis, d'une part, et d'autre part, c'est un avis d'un groupe de travail. Dans les institutions internationales, interafricaines, appelons-les comme on veut, un groupe de travail n'a pas vocation à prendre une décision. Une instance, et dans la circonstance, c'est le Conseil des droits de l'homme, met en place un groupe de travail pour lui dégrossir le travail et pour lui faire des propositions. Et donc, c'est l'instance qui doit prendre des décisions. Un groupe de travail, non. D'ailleurs, on aurait même pu imaginer dans la procédure que le groupe de travail n'ait même pas à rendre compte à l'État du Sénégal, mais rendre compte à l'instance qu'il a commis, c'est-à-dire le Conseil des droits de l'homme. À charge pour ce Conseil des droits de l'homme de prendre éventuellement des décisions. Et dans cette affaire-là, comme je le dis, c'est dommage parce que
bon, bien qu'il soit sénégalais, nous avons quand même un compatriote, effectivement, qui est sous-secrétaire général des Nations Unies. En l'occurrence, Adama Dieng. Adama Dieng, que je connais très bien de longue date. Hein, de longue date. Bon, est-ce que, en s'exprimant comme il l'a fait de manière aussi claire, c'est la fibre sénégalaise, la fibre étatique qui s'est exprimée, ou est-ce que c'est la position du sous-secrétaire général des Nations Unies? Parce que si c'est le cas, je peux dire que le débat est presque clos. Maintenant, ce qui est dommage, et encore une fois, préjudiciable pour les Sénégalais, c'est que par des arguties de procédure, on en arrive à occulter le fond de l'affaire. C'est quoi, selon vous, le fond de l'affaire? Mais le fond de l'affaire, c'est justement cette accusation et cette condamnation pour enrichissement illicite. Parce que, aussi bien le travail que beaucoup de gens qui s'expriment, jusqu'à présent ne le font que sur la base des procédures. Premier mandat d'arrêt, 6 mois, deuxième mandat d'arrêt, etc., etc., etc. C'est des questions de procédure. Mais le fond, on n'en parle pas. Malheureusement, pour les Sénégalais, le Sénégalais lambda, le fond peut-être est omniprésent, en tout cas pour ceux qui ont vécu cette période-là, où on a vu ce monsieur, tant d'autres quand même. Moi j'étais membre du gouvernement, et à un niveau quand même relativement élevé, ministre chargé de l'économie, des finances, du plan et du commerce, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus important que ce qu'on lui prêtait comme étant le ministre du ciel et de la terre. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait même pas de premier ministre quand j'étais ministre des Finances. Alors, mais on a quand même vu des choses ahurissantes qui se sont passées. Je ne reviens pas sur les détails, mais de manière globale d'ailleurs, de manière globale, et ça c'est l'homme politique qui parle, bien que ce soit basé sur des faits objectifs. Dans ce régime-là du président Abdoulaye Wade, de 2000 à 2012, on a vu des choses extraordinaires. Je termine. Vous avez tous ceux qui ont approché de près ou de loin le régime, le pouvoir de l'époque, se sont outrageusement enrichis. Citez-moi des exemples d'anciens ministres de 1960 à 2000, en nombre et en quantité, qui ont montré des signes extérieurs de richesse, comme on le dit en jargon fiscal, qui peuvent amener à penser qu'ils se sont enrichis à milliards. Depuis ceux qui ont été premiers ministres à ceux qui ont été ministres ou hauts fonctionnaires. C'est sous ce régime-là qu'on a vu ça, et on a tous ces gens-là qui s'agitent pêle-mêle et qui s'expriment. Et on a vu quand même qu'ils ont eu un train de vie qui est outrancièrement élevé par rapport à ce qu'ils étaient au moment où ils accédaient dans ces fonctions-là. Certains étaient quasiment des va-nu-pieds. Voilà, monsieur le ministre, quand même, vous avez eu à déplorer un peu la conduite de la traque de bien mal acquis. Pensez-vous que l'État ira jusqu'au bout dans cette affaire? Oui, parce que d'abord, au niveau même des Nations Unies, la procédure n'est pas achevée. On donne un avis, c'est l'État qui doit maintenant prendre les dispositions qu'il estime nécessaires pour faire face à cela. Mais je pense que pour que l'État soit contraint et forcé à libérer ce monsieur qui a été condamné selon des procédures, en tout cas qui sur le plan national, jusqu'aux instances les plus élevées, jusqu'à la Cour suprême, ont été validées, ma foi, il faudra... parce qu'au-delà de la procédure, il faudra parler du fond. Voilà, monsieur le ministre, le Sénégal renoue avec les coupures d'électricité et de courant depuis quelque temps. Comment expliquez-vous cette situation? Moi, j'avoue que je suis très perplexe. Et cette situation que tous les Sénégalais vivent depuis quelques semaines, vous parlez de coupures d'électricité, il faut y ajouter des coupures d'eau. Ce n'est même pas des coupures d'ailleurs, c'est une absence totale de fourniture d'eau. Je suis très perplexe parce que, vous savez, quand on vise le sommet d'une montagne, il faut d'abord étudier et s'aménager les différentes étapes pour y arriver. Et je ne peux pas comprendre que pendant un an, on nous est bassiné avec le plan Sénégal émergent,
avec ses 27 ou 31 projets prioritaires, c'est selon ambitieux, qui semble-t-il, à l'échéance 2035, révolutionnerait le Sénégal, alors qu'au préalable, comme je le dis, les bases qui auraient dû être solutionnées de manière radicale et complète ne le sont pas. L'électricité, comme vous dites, l'eau, mais de manière générale, les biens publics. Les biens publics, puisqu'on parlait des Nations Unies, où à ce niveau-là, tous les citoyens ont droit à l'accès à ces biens publics. Il y a ça d'abord, et puis, comme je le disais, les bases de l'émergence. Ce ne sont pas des investissements, ce ne sont pas des projets mirifiques, mais c'est d'abord asseoir une bonne éducation, une bonne formation et un bon système de santé. Ce sont les deux piliers de l'émergence. Et tant que dans ces deux domaines, on va faire du surplace, ou plutôt même on va reculer comme on est en train de le faire, je suis ahuri lorsque dans les organes d'information, que ce soit la télévision ou la radio, je ne parle pas de la presse écrite, on entend s'exprimer, je ne dis même pas des étudiants simplement, mais même des fois des professeurs et des fois des ministres qui non seulement n'ont pas du tout la maîtrise de la langue française, qui, quoi qu'on veuille, est notre langue nationale, notre langue officielle, mais c'est ça qui est sidérant. Et ça, c'est pas en faisant une fuite en avant, en décidant de poser des premières pierres pour une université, qu'on peut régler ces problèmes-là. Il faut reprendre le système à la base. Il faut avoir un projet pédagogique. Est-ce que le legs laissé par l'ancien régime ne pourrait pas disculper un peu l'ancien régime? Vous savez, Daouda, il n'y a qu'un legs qui peut être dirimant, irréversible. C'est le legs qui vient de la perturbation, de l'anéantissement de l'esprit. Je veux dire les valeurs. Pour restaurer les valeurs, c'est difficile et c'est long. Si on veut le faire par des voies démocratiques. Je connais un pays où ça a été fait de manière très courte, mais avec la cravache, c'est le Burkina Faso sous Thomas Sankara, qui a révolutionné le Burkina Faso. Mais selon nos voies démocratiques, légales, actuelles au Sénégal, ça demande du temps. Par contre, si c'est un legs économique, si c'est un legs technique, un legs technologique, un legs scientifique, c'est toujours réversible. Il suffit d'y mettre les moyens, mais également, avant de mettre les moyens, de se définir un projet, un bon projet, un projet bien étudié, accepté par l'ensemble des parties concernées. Ce qui n'est pas le cas avec le PSE. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on parlait de l'éducation, puisque c'est pas possible. Avec le meilleur projet, avec autant d'universités reluisantes que nous pouvons avoir, si les élèves et les étudiants ne vont pas à l'école, à l'université, en respectant un certain quantum, mais ça ne sert à rien. Et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Par rapport à la crise scolaire, à qui la faute? La faute à tout le monde. La faute à tout le monde. C'est la faute à l'État, certainement, et je le dis et je le répète. Moi, notre temps, nous avons eu des crises profondes avec les enseignants, mais la dureté de la crise n'amenait pas l'État pour passer le cap à accepter tout et n'importe quoi. On asseyait les engagements de l'État sur des bases réalistes et réalisables et qu'on réalisait. Mais si pour il y a une crise, il y a un incendie qui se déclare, pour le calmer, on calme le jeu en promettant tout et n'importe quoi. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, le même problème va ressurgir. Or, c'est ce qui se passe depuis 2000. Ça, c'est la faute de l'État. Et en plus, comme je le dis, sans avoir défini un projet pédagogique clair. Et c'est ce projet pédagogique clair qui permet de concevoir et de mettre en œuvre les investissements, les réalisations en termes d'infrastructures, d'universités, d'écoles, etc. Sinon, ça ne sert à rien, c'est des contenants qui ne contiennent rien de consistant. Monsieur le ministre, quand Amadan parle de danger
parle de danger qui guette le Sénégal. Est-ce que vous le comprenez? J'avoue que Amath est un grand frère. D'ailleurs, nous habitons pratiquement ensemble et nous échangeons quelques mots périodiquement, pas plus tard qu'avant-hier. Je crois que c'est le jour même où il a fait cette déclaration-là. Une telle déclaration venant de sa part, quand même, doit laisser perplexe. Il doit inquiéter. Parce que Amath Dansokho est ministre d'État. En tant que tel, est collaborateur direct et proche du chef de l'État. S'il arrive à tenir ce genre de propos, c'est qu'effectivement, il y a danger. Lorsqu'un Moussa Touré de l'extérieur le dit, que le Sénégal est en panne, que le Sénégal est en ruine, on peut ne pas le croire. Mais quand quelqu'un qui est au cœur du pouvoir, au cœur du système, qui est membre d'un parti, qui fait partie de Benno Bokk Yakaar, donc la grande mouvance de l'État, grande mouvance gouvernementale, je crois que là, il y a de quoi s'inquiéter. Mais est-ce que ça ne traduit pas un malaise au sein de la coalition que certains responsables de l'État tentent d'occulter? Vous savez, Daouda, moi, il y a un principe que déjà en 2009, j'ai tenu à appliquer. Parce que les coalitions qui se forment à l'occasion d'élections ne peuvent pas être des coalitions durables et solides et ne peuvent pas être des coalitions bénéfiques pour le pays et pour les Sénégalais. Pourquoi? Parce que c'est des coalitions de circonstances. Et lorsque la circonstance en question est dépassée, elles doivent disparaître. Vous avez vu le cheminement qu'il y a eu dans le cadre de Benno Siggil Sénégal depuis 2009 jusqu'à 2012 et l'explosion qu'il y a eu. Benno Bokk Yakaar, moi je dis que mon parti et moi-même, entre les deux tours de la présidentielle, nous avons été membres de Benno Bokk Yakaar parce que, avec les autres partis concernés, avec la majorité des Sénégalais, 65% des Sénégalais en définitive, nous souhaitions un changement de régime, un changement de personnel politique. Mais ce changement de personnel politique, une fois qu'il est effectué, cette coalition doit cesser parce que vous n'avez plus les mêmes objectifs. D'abord, je ne parle pas d'idéologie, il ne faut pas s'appesantir là-dessus, mais il y a quand même des orientations très claires. Justement, à ce titre, est-ce que pensez-vous que le Parti social doit quitter le gouvernement au regard, n'est-ce pas, des critiques qu'il a eu à formuler? Que ce soit le Parti socialiste, ou le PIT, ou la LD, en tout cas, tous ces partis qui ne sont pas de l'APR ou Macky 2012, tout ce qui n'était pas dans ce schéma-là n'aurait même pas dû entrer au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas place. Comme je vous l'explique, l'objectif qui était visé entre les deux tours, c'était le changement de régime. Mais une fois que le changement de régime a été effectué, quelqu'un a gagné, est devenu, pour le Sénégal, président de la République, il faut le laisser gouverner selon son programme. Daouda, pour illustrer ce que je dis, mais à la veille des élections de 2012, chaque parti avait son programme. À moins que tous les programmes se ressemblent, soient identiques en tout point. Il n'est pas logique que tout le monde vienne conduire le programme qui était Yonou Yokoute de Macky Sall. Fin de leur programme à eux. Alors, tous ces programmes ont été écartés pour que tout le monde, à la queue leu, comme dans une chaîne, se mette derrière Macky Sall et en proclamant, en théorisant ce principe, nous avons gagné ensemble, nous allons gouverner ensemble. Mais c'est 65% des Sénégalais qui ont gagné ensemble. Et 65% des Sénégalais ne gouvernent pas ensemble. C'est là, fondamentalement, c'est un problème originel. Et donc, partant de là, il est inéluctable que tous ces partis-là, que ce soit le PS, l'ALD, l'AFP, etc., le PIT, etc., vont quitter le navire Benno Bokk Yakaar. Alors, s'ils ne le quittent pas, ce sera au prix d'une cassure forte et radicale, comme on l'a observé au niveau de l'AFP, comme ça se dessine plus ou moins au niveau de la LD, et comme ça arrivera peut-être de manière moins sûre
au PS. Parce que là, au moins, ils sont conscients, en grande majorité, je le suppose. Et à qui profitera de cette cassure? Cette cassure ne profitera pas à personne. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je vous dis, tout ça illustre le caractère bricolé de ces alliances, de ces coalitions, de ces groupes qui sont créés. Ils ne sont pas créés sur la base de valeurs, sur la base de principes ou sur la base d'ambition nette pour le Sénégal. C'est beaucoup plus sur la base d'ambition pour les individus qui animent ces groupes, ces coalitions ou ces alliances-là. Je vous remercie, monsieur le ministre. Chers internautes, je vous remercie également d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.